Bienvenue à tout le monde. Ce que je dis ce soir sur un sujet un tout petit peu chaud n'est pas le discours officiel ni du discours de Marseille, ni de la province de Toulouse, ni de l'Église catholique. Ça n'est pas contre le discours de l'Église catholique, mais il peut y avoir des avis qui divergent. Et devant un sujet un petit peu sensible, on va dire que c'est mon discours à moi comme théologien catholique, et qui ne sera peut-être pas forcément le discours de tout le monde. En tout cas, c'est le mien et je vous le partage. De toute façon, comme je suis un mâle blanc, en principe, les gens qui sont un peu fâchés ont déjà quitté cette vidéo qui ne leur apportera pas grand-chose. Pour me sauver quand même, je vis dans une asexualité extérieure qui me place quand même dans une minorité intéressante. Peut-être que j'ai donc de l'intérêt. Beaucoup de choses ce soir vont rendre des tas de gens pas contents. C'est pas très grave. On va se baser sur beaucoup de faits et beaucoup de chiffres qui viennent de 2 livres en particulier que vous pouvez noter pour vos lectures futures. Le livre de Jean-François Bronstein sur la religion woke et le livre de Fitoussi qui s'appelle Woke Fiction, qui parle plutôt du coup de l'influence culturelle du wokisme. Bronstein, c'est plus la doctrine philosophique. Qu'est-ce que donc ce wokisme? Si vous croisez des gens qui ont les caractéristiques de ce qu'on appellera ce soir woke, ils vous diront que le wokisme n'existe pas, que c'est une construction de notre esprit. Et vous pouvez répondre que pour vous, le wokisme, c'est un mouvement ou un courant de pensée qui rassemble des concepts tels que le privilège blanc, le racisme systématique, la suprématie blanche, la masculinité toxique, la domination patriarcale, l'hétéronormativité, la non-binarité, la transidentité, le décolonialisme, la culture du viol. Tout cela sont des mots qui existent et qui sont portés par des gens qui affirment que le wokisme n'existe pas. Donc, vous pouvez dire simplement que le mot que vous utilisez englobe à peu près tous ces concepts qui grandissent de plus en plus à l'université et dans le discours public. Donc, faisons le postulat que ce wokisme existe et comme Bronstein, que c'est une sorte de religion. Et moi, je suis un tout petit peu plus théologien que Bronstein. On va même regarder très concrètement les éléments de la religion en prenant pour modèle le plan du catéchisme de l'Église catholique, que vous connaissez tous par cœur. Donc d'abord, le credo, une doctrine auquel je crois. Ensuite, la morale, les commandements, les choses permises, les choses interdites. Et la peine, donc les châtiments, l'enfer en régime chrétien ou le purgatoire. Pour le wokisme, c'est un peu différent. Puis on regardera les sacrements, comme dans le catéchisme, les sacrements woke, tout un programme, et on finira par la prière. Ce sera très rigolo. Donc première partie plutôt la doctrine, deuxième partie plutôt la morale, et troisième on regardera prière et sacrement. Il y a certaines choses qui vous paraîtront parfaitement exagérées, des faits où vous direz c'est juste pas possible. Autant les interprétations, je veux bien dire que c'est ma faute, mais pour les faits, je vous garantis que tous les trucs bizarres que vous entendrez ce soir sont vrais, ce qui rend évidemment cette conférence encore plus effrayante. La doctrine woke, donc, sa révélation et ses prophètes. Woke, comme vous le savez, ça veut dire éveillé, et c'est un mot qui a été pris et repris et popularisé après la mort de George Floyd dans le mouvement Black Lives Matter. Le mouvement woke est celui qui croit que le racisme, la misogynie, la transphobie, l'homophobie sont omniprésents en Occident et qu'il y a des manifestations souvent subtiles mais conscientes contre du coup toutes ces minorités qui sont parfois cachées dans la culture, cachées dans les statuts, cachées dans des affiches. Et il faut transformer la culture de fond en comble, transformer la société de fond en comble pour enlever toutes ces micro-agressions et permettre à ces minorités opprimées de pouvoir exister de manière confortable et visible dans la société. Le woke pense que certains se voient dès la naissance dotés de privilèges, en particulier le privilège blanc, hétéro, mâle, et d'autres d'handicaps presque insurmontables, être noir, être une femme, être gay. Évidemment, ça peut se combiner, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Donc la femme noire lesbienne sera à quelques niveaux en dessous de l'homme gay blanc. Et il y a comme ça toute une hiérarchie de privilèges et au contraire d'inégalités qui font qu'on a plus ou moins accepté par la société.
Cette inégalité des chances n'est pas en fonction de facteurs économiques, mais de déterminisme de chacun. Et ça n'est pas une histoire de personnalité ou de talent personnel, c'est une histoire d'appartenance à un groupe. C'est ça qui est le plus choquant dans le discours woke, c'est que ce qui est dit sur le privilège blanc marche pour tous les blancs, quel que soit leur avis personnel, politique, ce qu'ils ont fait dans leur vie. Tous les blancs seront racistes, auront un privilège blanc, tous les noirs seront comme ci, tous les gays seront comme ci. Ça qui est un petit peu étonnant. Le militant woke doit éveiller les autres à tous ces mécanismes d'oppression qui sont dans notre société, et il va devoir contrebalancer le racisme mauvais de la société par ce qui s'appelle un racisme vertueux. Et donc, c'est la deuxième chose un peu choquante, le wokisme, c'est le retour de la race partout. On en parle partout. Il y a des lieux réservés aux Noirs, des lieux où on ne veut pas de Blancs, des quotas dans le recrutement pour les postes. On veut avoir 30% de Noirs, 20% de Blancs, 15% de gays, 30% d'Asiatiques. On cherche une serveuse, on ne cherche pas un serveur, on cherche un intervenant noir, pas un blanc. C'est assez étonnant. Le woke croit que c'est la réalité qui découle des représentations plutôt que l'inverse. Donc pour un exemple très concret, vous prenez l'existence du viol dans le monde, où nous on se dit le viol existe, et donc il y a certains médias, certains films, certains livres qui comportent du viol ou quelque chose qui ressemble à du viol. Le woke au contraire dit il y a des médias qui comportent du viol, et donc le viol existe. Et si je supprime le viol de tous les films, tous les livres, toutes les histoires, toutes les blagues, alors le viol cessera d'exister. Ça paraît étonnant, mais c'est vraiment comme ça. Donc on va couper, retirer des écrans, des ouvrages, tout ce qui peut entraîner des déviances dans la société. Le woke se fonde donc sur une philosophie très très clairement constructiviste, où c'est le sujet qui va donner son sens au monde qui est autour de lui, le sujet qui a le pouvoir sur le réel, à partir de sa liberté. Il faut donc tout déconstruire et tout reconstruire mieux à nouveau. Dans la doctrine woke que l'on aborde maintenant, le premier étage, qui a été aux États-Unis historiquement le premier étage, et qui est chez nous pour l'instant l'étage le plus solide, c'est la théorie du genre. Le wokisme commence par la théorie du genre, et on voit dans les universités américaines comment les départements d'études du genre étaient les premiers, avant de se développer avec les départements d'études sur la race, les départements d'études sur le handicap, et plus récemment, les départements de Fat Studies, études sur les gros ou sur la graisse. Et ça se développe évidemment encore, on ne sait pas trop ce qui arrivera après. En France, pour l'instant, vous avez surtout les études de genre, mais les autres se développent aussi petit à petit. Vous avez sans doute tous vu l'interview télé d'un individu plutôt carré, barbu et au crâne dégarni qui dit de manière très simple « Monsieur, je ne suis pas un homme, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme ». L'autre répond bah, « Votre apparence ». Et il dit « Mais il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre. Vous venez de me mégenrer, monsieur, et je trouve ça très désagréable. » Il y a 15 ans, on avait encore le droit de sourire discrètement. Il y a 30 ans, on pouvait carrément faire non, il y a 15 ans, on pouvait sourire un peu. Et maintenant, si vous voyez ça dans une classe, université ou dans un groupe, vous avez des gens un petit peu plus modernes que vous, et ben vous bougez pas trop parce que vous risquez vraiment de vous faire massacrer verbalement, socialement, réseaux sociaux. Enfin, ça va aller très vite. Et vous serez le transphobe, homophobe, touphobe, ce que vous voulez. Généalogie de ces études du genre. C'est pas très rigolo et les gens du genre aiment pas trop quand on rappelle cela, mais le premier auteur qui, en 1955, parle d'un terme de genre, c'est le psychologue John Monnet. Levez la main dans la salle, ceux qui ont entendu parler de John Monnet. Parfait, vous allez bien vous amuser ce soir. Selon John Monnet, il devrait être possible de modeler l'identité sexuelle de l'enfant, quel que soit son sexe biologique de naissance, en fonction de la manière dont on l'élève. Ça vous choque pas trop, c'est à peu près ce qu'on dit aujourd'hui. À l'époque, c'est quand même très nouveau. Et un jour, des parents qui ont des jumeaux viennent le voir parce qu'un de leurs jumeaux a eu un petit problème et son sexe a été sectionné lors d'une opération ratée. Il est encore très petit et il lui demande bah, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on l'élève, comme un garçon, comme une fille. Et Monnet est très enthousiasmé par ce cas, parce qu'il a des jumeaux. Il dit il faut absolument l'élever comme une fille, et vous verrez, il deviendra une fille heureuse, épanouie et bien, et son frère jumeau garçon deviendra un garçon épanoui, formidable. Et donc Monnet va suivre cet enfant quelques années, le recevoir souvent, et publier un livre
qui relate la réussite totale de son expérience, le succès absolu de sa théorie. Et le New York Times va publier des articles très élogieux pour dire qu'enfin, il a été démontré aux yeux du monde que la culture l'emporte sur la nature. Et donc, tout ce monde de la théorie du genre va se référer à cette œuvre prophétique de John Monnet. Et pourtant, il faut reconnaître que cette tentative fut un échec total et une fraude scientifique, puisque l'enfant éduqué fille, un peu plus tard, a continué à se comporter comme un garçon, se sentir comme un garçon. Il a refusé de plus en plus de se rendre aux visites de ce docteur Monnet, qui ne voulait pas évidemment, parce que ça cassait un petit peu sa théorie, et il a dû aller jusqu'au chantage au suicide pour dire si on continue de me traiter comme une femme, je vais me buter. Et donc Monnet a enfin accepté qu'on le traite autrement. Il a fini quand même par se suicider. Il a essayé de faire une opération pour retourner en arrière. Son frère jumeau, touché par ce suicide, s'est aussi suicidé. Et Monnet n'a jamais reconnu son erreur scientifique. Il a simplement dit que les opposants étaient des réactionnaires. Bien. Le mal était fait, par contre, le New York Times, les articles, toute la presse, le concept de genre était lancé tel que Monnet l'avait lancé en 1955. Après Monnet, on a un deuxième nom, c'est la professeure d'études de genre et lesbienne militante, Anne Fausto Sterling, qui va développer un peu la théorie en disant qu'il n'y a pas que 2 genres, mais qu'il y en a 5, puis après 5, elle passe à une infinité de sexes dans l'espèce humaine. La binarité sexuelle, constatée par la biologie, est le résultat de conception sociale. Et il faut s'ouvrir à l'existence d'une infinité de possibilités. Et donc, d'après Madame Fausto Sterling, le LGBTQI+ peut s'allonger presque jusqu'à l'infini, parce qu'il y a, je sais, parce qu'il y a plein d'expressions possibles et imaginables. Et enfin, vous connaissez quand même au moins Judith Butler? Oui. 3e nom dans cette généalogie. Judith Butler, c'est celle qu'on cite très souvent comme auteur ou prophète de la théorie du genre, et qui pousse encore le cran un peu plus loin. Ce n'est pas uniquement l'existence du sexe qui est mise en question, c'est l'existence du corps en général. Le corps n'a pas de réalité objective, et le corps est ce que je veux qu'il soit. Évidemment, on objectera à cette généalogie un petit peu rapide la souffrance de beaucoup de personnes qui sont de fait dans une dysphorie de genre, qui vont mieux après avoir fait une transition de genre. Mais c'est quand même factuel que la généalogie, la base, le travail fondamental de la théorie est basé sur un énorme échec. Et c'est aussi factuel qu'il y a des personnes qui, après leur transition, ne vont pas bien, qu'il y a des personnes jeunes qui font une transition de genre, qui se suicident peu après, qu'il y a des personnes qui ont fait une transition, qui veulent revenir en arrière. Et ces personnes-là, on ne les voit pas beaucoup dans les journaux. Plutôt que se battre sur le passé, sur Monnet, sur la généalogie, j'aimerais bien faire un petit catalogue d'absurdités sur ce que peut donner une mise en place globale dans une société telle que les États-Unis de cette théorie du genre. 2019, l'acteur américain Mario Lopez déclare dans une interview qu'il juge un peu excessif de changer de genre avant 3 ans. À cet âge-là, dit-il, tu ne comprends pas ta sexualité, tu es un enfant. Après cela, il y a un tollé général. Et on verra ça très souvent avec l'idéologie woke, c'est que celui qui met en doute un tout petit peu se prend ensuite une telle avalanche de commentaires qu'il va se rétracter assez vite. Et de fait, le même Mario Lopez dit quelques jours plus tard « Les commentaires que j'ai faits étaient ignorants, insensibles. Je comprends maintenant mieux à quel point ils étaient blessants. J'ai été et je serai toujours un ardent défenseur de la communauté LGBT et je vais profiter de cette occasion pour mieux m'éduquer. À l'avenir, je serai plus informé et plus réfléchi. » Et vous verrez ce genre de comportement se répéter avec des scientifiques, avec des auteurs, avec des artistes, avec des réalisateurs qui vont renier leurs œuvres, renier leurs propres films. Une des rares qui résiste et qui me fait de plus en plus rire par ses interventions, c'est Madame Harry Potter, J.K. Rowling, qui, étant plus riche que la reine d'Angleterre, enfin le roi d'Angleterre maintenant, s'en fout un petit peu, et continue à dire tranquillement ce qu'elle pense, et à dire qu'un individu qui a un corps avec un utérus, on peut toujours appeler ça une femme. Enfin ça, cette personne, une femme. Alors que la plupart des autres s'agenouillent, demandent pardon pour ce qu'ils ont fait. Autre petit fait, aux États-Unis, le processus des vaccinations contre le cancer du col de l'utérus s'adresse maintenant à toutes les personnes avec un utérus, de même que les campagnes pour le cancer de la prostate sont aussi ciblées pour les femmes ayant une prostate.
Les hommes politiques suivent beaucoup cela. Donc, dans le budget 2022 de Biden, les mères n'existent plus, mais il n'y a que des personnes qui accouchent. Et en Grande-Bretagne, il y a eu toute une polémique après qu'un député ait dit que seules les femmes ont un col de l'utérus. Et le plus haut niveau du gouvernement a dit que voilà une chose qu'il ne faudrait plus jamais dire. Ce qui me fait spécialement rigoler, c'est quand vous tapez What is a woman? Vous êtes tombé sur plein de vidéos où les Américains ont commencé à trouver ça drôle comme question pour mettre les gens un peu dans leur contradiction. Et donc, vous avez plein d'intervenants, un ministre australien, de télé, enfin, il y a des gens qui sont comme ça, qu'est-ce qu'une femme? Et là, on sent la sueur et tout. Je ne pense pas que ce soit le bon endroit pour en parler. Non, mais qu'est-ce qu'une femme? Non, je ne pense pas que cette question soit appropriée. Non, mais qu'est-ce qu'une femme? Eh bien, c'est quelqu'un qui se reconnaît comme femme. Oui, mais là, tout le monde, n'importe quelle définition, on ne peut pas utiliser le mot qu'on définit dans la définition. Donc, qu'est-ce qu'une femme? Je ne comprends pas votre question. Non, mais qu'est-ce qu'une femme? Enfin, il tape. Et j'ai pour l'instant trouvé aucune réponse satisfaisante. Je me suis amusé avec ChatGPT tout à l'heure et je l'ai forcé à ne pas prendre des mots de la famille de féminin. Ça m'a pris quand même 5 minutes parce qu'elle a fait tous les mots possibles. Donc je dis sans dire ça, sans dire ça, sans dire ça et sans dire ça. Elle s'est exécutée et après elle est passée à non masculin. Et donc je lui dis non masculin, homme, masculinité, interdit. Elle a fini par dire une phrase qui comprenait à peu près toute l'humanité. Donc une femme, c'est tout le monde qui accepte la théorie du genre. Vous êtes tous femmes si vous acceptez la théorie du genre. ChatGPT m'a fait beaucoup rigoler cet après-midi. Je l'ai remercié après. Elle m'a dit ne t'inquiète pas, C'était drôle. Autre absurdité encore. Donc les espaces, c'est pas encore chez nous ça, mais habituellement réservés aux femmes dans lesquels une personne qui s'identifie à ce genre doit pouvoir aller. Et certaines femmes avec un utérus refusent que des femmes sans utérus utilisent leurs toilettes. Ou un cas un peu plus grave, que des femmes avec un utérus se choquent que des femmes sans utérus qui ont un passif et qui sont en prison parce qu'ils ont violé des femmes avec utérus, se retrouvent dans les mêmes locaux que des femmes avec utérus. Et que donc finalement, il y a des violeurs potentiels qui sont des hommes dans notre discours à nous, mais qui sont des femmes avec utérus, sans utérus, pardon, dans leur discours à eux, puissent faire du mal à des femmes avec utérus. Parce que c'est ma découverte de ce jour, et je vous la partage avec émotion. Moi qui pensais qu'il y avait du côté trans que des femmes avec utérus et des femmes sans utérus, puisque Judith Butler est toujours plus acceptée. De fait, si on est un vrai butlérien, on arrive à cette conclusion qui est là aujourd'hui, qu'il y a des femmes avec utérus, des femmes sans utérus et des femmes avec pénis, qui ne vont pas jusqu'à l'opération pour changer de genre, qui disent simplement, voilà, mon corps, c'est moi qui dis ce que c'est, et je suis une femme, et j'ai pas besoin de couper quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit, je suis une femme, et puis c'est tout. Et donc, si cette femme arrive en prison avec tout ce qu'il faut et que dans le passé, elle a violé des gens, on peut comprendre que des femmes qui aussi ont tout ce qu'il faut soient un petit peu inquiètes dans ce qui pourrait se passer. On va prendre un exemple un petit peu bizarre là, mais vraiment, je pense que c'est un des cas où là, on touche le réel. C'est un vrai cas de deux femmes, de deux lesbiennes, on va dire. Une lesbienne avec utérus et une lesbienne avec pénis. Mais évidemment, la lesbienne avec utérus ne sait pas ce qu'il y a comme corps de la lesbienne avec pénis. C'est un vrai cas. Et donc, elles font un dîner, elles boivent un verre, nanana. Et quand les choses deviennent un petit peu plus avancées, la femme avec utérus se dit, mais je ne savais pas qu'il y avait ça là entre tes jambes. Et la femme dit, bah oui, et alors? Ben alors, ça m'attire pas du tout, ça. Et l'autre dit, bah pourquoi? Tu aimes les femmes, non? Dit, bah oui, mais là, dit, bah quoi? Dit, je suis une femme. Oui, t'es une femme. Mais du coup, pourquoi je t'attire pas? Bah parce que tu... Et l'autre dit, mais enfin, je comprends pas. Depuis quand le pénis est un organe masculin? Alors cette phrase, je l'ai quand même beaucoup aimée. Depuis quand le pénis est un organe masculin? Vraie phrase. Là, vraiment, pour moi, on atteint un niveau où c'est difficile quand même d'accepter que ce soit possible, et pourtant, c'est possible. Et évidemment, comme c'était gênant, ils ont inventé un nouveau mot pour qualifier du coup l'organe en principe masculin, qui est celui d'une femme sans utérus. Je vous dirai ce mot peut-être après la conférence, parce que c'est mignon, mais c'est peut-être pas tout à fait avouable dans le micro. Une telle agression, donc, d'une femme avec utérus qui rejetterait une femme sans utérus parce qu'elle a un organe masculin, a
pour le coup, a pris un nom très vite. Et ces femmes-là sont des TERF, Trans Exclusionary Radical Feminist, des femmes lesbiennes attachées à la féminité qui vont maintenant se plaindre de plus en plus de l'influence des trans, donc hommes vers femmes, qui commencent à imposer un peu trop de masculinité dans le milieu féminin. Et donc on voit quand même que les cases commencent à se taper un peu. Donc les TERF sont celles qui vont se plaindre des trans en prison et aussi des trans dans les compétitions sportives. Parce que vous savez qu'il y a des pays où maintenant les trans hommes vers femmes peuvent être à la boxe avec des femmes avec utérus, ce qui fait quand même très très mal aux femmes avec utérus, parce qu'elles sont drôlement plus musclées. Autre chose, c'est évidemment dans cette théorie du genre, le changement des œuvres classiques. Vous avez tous entendu parler du bisou de Blanche-Neige et des fesses de la petite sirène. Enfin, les Disney sont changés petit à petit. Toute la littérature de Roald Dahl est changée petit à petit. L'exemple que j'adore, c'est les sorcières dans Roald Dahl qu'on peut reconnaître parce qu'elles sont chauves et qu'elles ont des perruques. Avant, ça s'arrêtait là. Et maintenant, il y a cette phrase en plus qui est tout à fait fleurie. Il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles on peut porter une perruque et il n'y a certainement rien de mal à cela. Point. Et on se dit, mais oui, d'accord, mais les enfants qui lisent cette œuvre s'en foutent des raisons autres pour lesquelles on pourrait porter une perruque. Mais on pourrait imaginer qu'un enfant qui voit que les sorcières mettent une perruque pourrait imaginer qu'une autre personne qui n'est pas une sorcière, bien sûr, dans la société, qui est un homme et qui a une perruque, en fait, serait assimilée à quelque chose de l'ordre d'une sorcière, et donc ce serait très choquant. Et donc, il faut rajouter cette phrase. Bien. Eh bien, bravo les enfants, vous aurez plus de choses à lire maintenant dans vos petits romans. Ça, c'était pour le fondement historique, la théorie du genre. Rapidement, il y a d'autres instituts qui se mettent en place. Et ces instituts, donc pour la race, pour le viol, pour l'étude sur la race, pour l'étude sur le viol, pour l'étude sur les personnes en surpoids, tout cela vient de l'université et vient des disciplines laïques. Alors on pourrait se dire, c'est pas très grave, puisque ce sont que les sciences humaines, l'anthropologie, la philosophie, la sociologie qui sont touchées par ça. Mais aujourd'hui aux États-Unis, ce sont les facultés de physique, de mathématiques, qui sont attaqués par les woke. Parce que les sciences dures, la physique par exemple, ou les mathématiques, sont qualifiées de racistes ou de virilistes, puisqu'elles sont nées en Occident, surtout par des mâles blancs. Et donc, il ne faut plus aujourd'hui parler aux États-Unis des lois de Newton, mais des 3 lois fondamentales de la gravitation, parce que Newton est blanc et que la nouvelle idéologie doit appeler à déblanchiser la science et décoloniser les programmes. Ce sont des citations, évidemment. En 2021, je ne sais pas si vous aviez suivi ça, le gouvernement de Nouvelle-Zélande, qui est un petit peu woke, avait décidé qu'il fallait enseigner dans les universités, hein, pas juste au primaire, à la fois ce que dit Darwin sur l'évolution des espèces, et ce que disent les scientifiques sur les marées, sur la pluie, tout ça, et le savoir maori, qu'on appelle, vous pouvez le noter, le Matoranga, et qu'il fallait les enseigner à force égale, parce qu'il n'y avait pas de raison que le savoir occidental prime sur le savoir maori, mais dans le Matoranga, il faut quand même savoir que la cause de la pluie, c'est la déesse Papanouakuku qui pleure. Donc c'est un petit peu embêtant. Et les militants woke militent pour que ce soit pas juste culturel et une histoire qu'on va raconter pour savoir d'où on vient, ce qui serait très honorable, bien sûr, d'apprendre et de réapprendre aux Maoris leur culture, leur mythe d'origine, pour qu'ils puissent mieux comprendre qui ils sont. Mais non, ils veulent plus que ça, ils veulent que ce soit considéré comme de la science, au même titre que la science occidentale. Face à cela, il y a quand même des scientifiques qui se sont plaints. La Royal Society d'Angleterre a un petit peu attaqué la Royal Society de Nouvelle-Zélande, qui était quand même en train de virer les gens qui s'opposaient à cette réforme pourtant prophétique. Et d'un coup, vous avez, c'est ce qui est drôle avec le wokisme, c'est que vous avez des tas d'adversaires du wokisme qui deviennent des grands copains. Donc mon pas très copain à la base, Richard Dawkins, qui s'est battu pendant toute sa vie pour montrer que Dieu n'existait pas, qui a écrit The God Delusion, qui nous a pris pour cible tout le temps. Maintenant, il regarde les woke et dit, mais vous êtes débiles, enfin, c'est pas de la science que vous faites. Et ça devient sur ce combat un copain. Et de même, voilà, cette conférence m'a permis de défendre le fait qu'on voit les formes de la petite sirène dans Disney, parce que ça n'était pas forcément une atteinte contre la femme, et de militer vigoureusement à côté d'une lesbienne TERF pour que le pénis soit un organe masculin. L'attaque woke, donc, touche aussi les mathématiques.
Et il y a un professeur à Princeton qui a fui la dictature de Ceausescu et qui a dit dans un journal, en fait, peut-être que j'aurais dû rester chez moi parce qu'au moins, le dictateur communiste, il m'embêtait pas en mathématiques. Alors que maintenant, aux États-Unis, j'ai moins de liberté que j'en avais sous une dictature communiste puisqu'on vient m'empêcher de faire des mathématiques. C'est ainsi. Ça va, c'est bon, le moral reste au sommet? On continue et on arrive donc à la deuxième partie qui est la morale woke, le péché woke, le rapport à la culture et aussi, du coup, le châtiment. Qu'est-ce que je mérite quand je fais tel ou tel péché? Et le péché quotidien, comme je vous disais, le plus fréquent, c'est l'invasion de la culture des micro-agressions contre les minorités. Blanche-Neige et les Sept Nains est un dessin animé ancien et vénérable, mais il y a une scène à la fin qui est inacceptable, le moment où le prince charmant embrasse Blanche-Neige. Et vous vous souvenez qu'à ce moment-là, Blanche-Neige dort, au moment du bisou. Donc il ne peut pas y avoir de consentement dans ce bisou de Blanche-Neige. Il faut donc supprimer ce bisou à Blanche-Neige, ce qui a été fait par Disney. Ce qui n'est pas encore fait, qui est vraiment là pour le coup très rigolo, c'est que vous avez peut-être suivi que Blanche-Neige et les Sept Nains s'appellera Blanche-Neige et les Sept Créatures Magiques, dont les photos commencent déjà à circuler. Donc vous avez une femme noire, un homme gay, un trisomique. Ah oui, ça c'est bien parce que du coup c'est le retour des trisomiques dans le cinéma. Ça m'a fait plaisir. Dans Peter Pan, il y a un trisomique qui est très choupi. Mais je reprends Blanche-Neige et les Sept Créatures Magiques. Une fois que ça a été déclaré, évidemment, le collectif des nains s'est réveillé et a dit « Mais enfin, vous venez de priver l'industrie du cinéma de 7 rôles pour nains, en sachant qu'on a très peu de rôles qui nous sont destinés, qu'on est sous-représenté dans l'industrie cinématographique. Et donc, le collectif des nains est en train d'essayer de faire plier Disney, qui, au niveau wokiste, essaye de ne pas choquer les nains. Donc, c'est très amusant. D'autres séries ou d'autres films qui vous sont très familiers sont attaqués. Et ce qui est terrible, c'est que les acteurs, les réalisateurs acceptent la critique, se mettent à genoux et disent si je devais le refaire, je le referais jamais. Donc la réalisatrice de Friends, qui a quand même porté toute mon enfance à moi, dit je n'aurais jamais dû faire cette série, c'est scandaleux, nanana. Love Actually, Marie à tout prix, tous ces films où la femme c'était pas honteux, mais il y a quand même un petit côté, l'homme voit une femme, il trouve qu'elle est jolie, il y va. Et ça, c'est scandaleux. C'est juste pas possible. Il faut lutter activement contre cela. Ma plus grande déception, j'avoue, c'est donc avec Harry Potter, vous avez suivi quand J.K. Rowling a parlé d'utérus, tous les acteurs d'Harry Potter ont dit c'est honteux, on veut plus être cité par rapport à cette femme qui est complètement d'un autre monde. Et à la suite de la mort de George Floyd, comme elle s'appelle, Emma Watson a publié un carré noir sur son profil Instagram et elle a mis, pour faire joli, autour de ce carré noir, un tout petit liseré blanc pour qu'on le voit mieux. Ce qui a fait un énorme tollé, comme elle a osé circonscrire le noir au milieu du blanc, c'est encore pareil, nanana. Et là, Emma Watson, dont à peu près tous les gens de ma génération qui avaient le même âge qu'Hermione Granger en première année de Poudlard, et donc l'ont vu évoluer, ils sont nécessairement tombés amoureux d'Emma Watson. Et celle-là même fait la déclaration suivante qui m'a fait vraiment beaucoup de peine. La suprématie blanche est l'un des systèmes de hiérarchie et de domination, d'exploitation et d'oppression profondément enracinés dans notre société. En tant que personne blanche, j'ai bénéficié de cela. Nous devons travailler pour lutter activement contre le racisme structurel et institutionnel qui nous entoure. Je commence seulement à comprendre comment je soutiens inconsciemment un système structurellement raciste. Alors là, si on réfléchit un tout petit peu, sans doute qu'elle n'a pas pondu d'elle-même son texte. Mais ces agents qui doivent coûter très cher lui disent après son tweet de carré noir cerclé de blanc que là, ça va pas du tout ce qui se passe, qu'elle aura sans doute plus jamais de contrat, que sa carrière va être effondrée. Et donc, il faut absolument qu'elle dise ça. Peut-être qu'elle dit vous êtes sûr? Et on dit il faut y aller. Et donc, on lui fait un discours avec tous les bons mots-clés pour qu'elle puisse être acceptée à nouveau dans le cinéma américain. Et voilà, on en est là. Autre péché, ça va toujours le moral? Oui. Autre péché, l'appropriation culturelle. Motivé par un sentiment d'impunité vis-à-vis des ex-colonisés, l'homme blanc se permet aujourd'hui de leur emprunter certains éléments de leur culture, de leur corps, de leur façon de s'habiller ou de parler. Et donc, Marc Jacob est boycotté par le wokisme parce qu'un jour, il a mis des dreadlocks sur des mannequins blancs. Madonna, un jour, a chanté avec une tenue berbère. Et les Simpsons ont, une fois ou l'autre, fait doubler des personnages noirs par des voix blanches. Ce sont des péchés
grave, et tous ces gens-là s'en sont excusés, et on dit qu'ils ne le feraient jamais. Ce qui est étonnant, c'est que l'autre sens est plutôt accepté. Et donc en ce moment, il y a une série britannique où D'Artagnan est noir. Vous avez peut-être vu Arsène Lupin avec Omar Sy. Enfin, ça ne choque personne que Arsène Lupin soit noir. Et la reine Cléopâtre noire aussi. Et enfin bref, Christopher Nolan a dû lui-même subir les attaques woke parce que dans Oppenheimer, qui a vu Oppenheimer, formidable film, donc sur le débarquement, il n'y avait pas suffisamment, même pas du tout, de noirs et de femmes. Mais évidemment, c'est que des scènes de guerre. Oppenheimer est bien situé dans le temps et l'espace. Et donc, une femme noire, c'est quand même vachement dur à caser dans Oppenheimer. Mais en tout cas, il ne l'a pas fait. Il aurait dû. Troisième péché, qui sera le dernier péché, le sauveur blanc. Et là, nous avons une petite dédicace à notre ami Louis-Xavier, parti en stage au Sénégal pour essayer à la fois de faire un stage mais de faire du bien, pour notre ami Vandry Schmitz qui vient de partir avec l'œuvre d'Orient, pour Marie Collin qui est partie à Calcutta l'année dernière. L'expression du sauveur blanc décrit la démarche du blanc de faire de l'humanitaire en Afrique motivé par un désir ou une forme de condescendance coloniale, d'un sentiment de supériorité morale, d'une adhésion à l'idée que l'Occident doit et a le mérite et le privilège de remplir une mission civilisatrice. Et ça, franchement, c'est pas facile à entendre quand vous avez déjà fait de l'humanitaire, vous avez un petit peu souffert, où il fait chaud, vous n'en pouvez plus, vous voulez rentrer chez vous. Moralement, c'est dur. Et les gens qui sont aux États-Unis, au chaud, avec une couverture sur les pieds, en train de regarder Netflix, vous disent que vous êtes un colonisateur immonde et qu'il faut absolument vous faire rentrer chez vous. Bien, c'est comme ça. On pense aussi au frère Louis, qui était encore du temps du frère Louis. Frère Louis vous a raconté l'histoire, c'est un petit peu trash, où il va dans un dispensaire, il vient d'arriver, il dit bonjour, je viens de France, nanana. Et là il voit un monsieur avec un sac en plastique comme ça, qui lui dit bonjour. Il se dit mais pourquoi il tient un sac en plastique comme ça? Il s'approche et le monsieur a ses intestins dans le sac en plastique. Et là il se dit ah oui c'est chaud quand même. Et donc ce frère Louis qui est là est un immonde colonisateur violent, sauveur blanc qu'il faut arrêter à tout prix parce qu'il essaye de s'accaparer le fait de sauver le monde. Voilà. Ça m'énerve un peu, ça. Je vais passer à autre chose. Passons donc, après les péchés, au châtiment. Premier châtiment que le woke peut utiliser, c'est la mort sociale. À l'université, ils vont isoler les professeurs dissidents et ils ne pourront plus enseigner, ils vont perdre leur chair, ils ne seront plus rien. Si Bronstein a pu écrire son livre, c'est qu'il était à la retraite, et il dit et il répète qu'il n'aurait jamais pu l'écrire, même un petit bout, quand il était encore en charge, parce qu'on l'aurait forcé à démissionner. Et donc il dit qu'il a d'autres collègues qui pensent la même chose que lui, mais qui ne peuvent rien dire, parce que s'ils le disent, c'est fini. Autre châtiment, ça va être la réécriture de l'histoire et de la culture. Face au péché du privilège blanc, il faut revenir en arrière et essayer de casser tout ce qu'il y avait de problématique. Donc évidemment, il y a le fait d'enlever les statues. Ça a été d'abord les généraux sudistes aux États-Unis, puis Christophe Colomb au Mexique. Ramayad a voulu faire déboulonner la statue de Colbert, qui a été l'origine du Code noir. Elle dit que c'est une micro-agression de devoir passer chaque jour dessus. Le zèle va parfois loin. Mon histoire préférée, c'est dans l'université du Wisconsin, où un petit collectif d'Amérindiens a fait enlever un rocher de 12 tonnes, parce que un jour, en 1925, un membre du Ku Klux Klan a dit que ce rocher lui faisait penser à une tête de nègre. Et ça a été écrit quelque part. Et donc, un siècle après, parce qu'on a dit ça une fois, il faut engager une grosse entreprise avec des bulldozers. Enfin, je ne sais pas comment on déplace un rocher de 12 tonnes, mais ça ne doit pas se faire comme ça. Et donc, on a enlevé le rocher. Je ne sais pas où on l'a mis, mais on l'a enlevé. Formidable. Autre sanction encore, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, les quotas qu'on va imposer dans l'industrie du cinéma, dans l'industrie du théâtre. Donc, l'Académie des Oscars vient de sortir plein de critères, parce qu'il y a eu des tas de polémiques sur les Oscars qu'elle est surtout donnée à des Blancs. Et il y a beaucoup maintenant de critères pour les films qui peuvent être présentés aux Oscars. Des studios aussi d'information. CBC News a confirmé qu'elle allait confier 30% des postes clés de ses programmes à des personnes noires ou autochtones ou qui appartiennent à des minorités sexuelles visibles. Il y a eu la démission d'une journaliste héroïque qui a annoncé qu'on lui demandait pour chaque interview, chaque invité, de remplir une fiche
avec couleur de peau, profil racial, orientation sexuelle. Et donc, elle a dit, il y a un moment où ça va, quoi. Les personnes ne sont pas résumées à leur appartenance dans ces groupes-là. Et elle ajoute avec humour cette phrase merveilleuse sur le contenu qu'on lui demandait de présenter comment dit-on, à l'écran. Les Philippins non-binaires, préoccupés par le manque d'expression LGBT dans la langue tagalog, sont devenus une priorité éditoriale, alors que les problèmes locaux ont cessé d'être couverts par CBC. Et donc, les Philippins non-binaires préoccupés par le manque d'expression LGBT dans la langue tagalog, je me demande combien de gens ça représente sur Terre, mais c'est intéressant. On continue avec l'orchestre, c'est le pire exemple, je trouve, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Gardez le moral, ça va être bien ce soir, vous allez voir. En 2021, l'Orchestre Philharmonique de Buffalo a publié une annonce pour un poste d'adjoint au chef d'orchestre. Et sans que les gens se plaignent ou trouvent ça bizarre, il était explicitement indiqué que les candidatures de blancs ou d'asiatiques ne seraient pas prises en considération. Ah d'accord, c'est comme ça. Et c'est une bonne transition avec la dernière sanction, le racisme anti-blanc. Ça aussi, c'est théorisé, c'est pas moi qui me vexe parce que tel comportement. C'est écrit que le seul remède contre la discrimination raciste est la discrimination anti-raciste, qui est le seul moyen de parvenir à une égalité par une sorte de système de vase communicant. Et donc, en février 2023, le Théâtre public du Canada a organisé une soirée Blackout. Et le concept d'une soirée Blackout est une pièce jouée exclusivement par des acteurs noirs devant un public noir. Tous les autres qui sont venus, qui avaient pris un billet en ligne, là, on leur dit bah non, en fait, c'est pas pour vous ce soir. Et donc ils sont repartis. Si vous avez un tout petit peu de retour sur l'histoire, il y a quand même d'autres périodes de notre Europe où c'était un petit peu comme ça qu'on fonctionnait. C'était peut-être pas les meilleures périodes. Donc voilà donc pour la morale et pour les sanctions par rapport au péché. Ensuite, on passe du coup à la religion, la partie où je m'amuse le plus avec ma connaissance d'un petit peu de théologie. Vous connaissez donc à peu près notre religion. Hein. Il y a une révélation, un credo, une doctrine, des commandements, des rites, de la prière. Donc le péché originel, woke, c'est, vous l'avez compris, le privilège blanc. Le blanc est coupable et sera toujours coupable parce que ses ancêtres ont opprimé les minorités. Voilà donc l'origine de tout le mal qui existe sur Terre. C'est le péché originel du blanc, oppresseur. Et alors que la Genèse, dès le début, et avec les prophètes et l'Ancien Testament, annonce quelque part quelqu'un qui va venir rassembler Dieu et les hommes, le loup, le corbeau, le lion, le chevreau, enfin, il y a un moment, ça ira mieux, il n'y aura plus de mal, de peine. Eh bien, pour le péché originel woke, il n'y a aucune rédemption possible. Il y a simplement peut-être le fait de faire baisser un petit peu la culpabilité par justement le racisme anti-blanc ou le fait de se mettre à genoux et de demander pardon. Mais sinon, aucune chance, aucune rédemption. C'est un péché irrémissible. Deuxième chose, quand on compare ces deux péchés, le salut chrétien a une double dimension, ça vous le savez bien, une dimension personnelle et une dimension communautaire. Donc le chrétien, enfin pas chrétien d'ailleurs, celui qui naît est touché par le péché d'Adam, ce qu'on appelle la trace du péché originel, qui disparaît par le baptême. Et ensuite, après son baptême, il fait des tas de péchés personnels. Pourquoi je regarde des gens en particulier dans tout le monde, après son baptême, il fait des péchés et il peut recevoir le pardon pour ces péchés-là. Alors que le péché originel woke, il n'est pas personnel. Il est uniquement communautaire. Donc je suis blanc, c'est pas la peine que j'essaye de faire bien ou d'agir bien. C'est pas de toute façon, je suis pécheur. Je suis touché par le péché de mes ancêtres. Il est impossible de s'en défaire. Ça n'est pas une action volontaire, c'est comme ça. Et Chantal Delsol a cette très belle phrase que j'aimerais bien que vous reteniez. En affirmant une culpabilité sans pardon, les woke ne laissent d'espoir qu'à la violence. Et je reprendrai ce petit point à la fin, car j'ai pas tellement peur que la majorité de cette salle devienne woke, curieusement. Mais j'ai une petite crainte devant un système si intolérant et qui ne laisse aucune place à la discussion, qu'un jour, la seule façon
de se faire voir ou d'exister sera de taper. Et j'ai tel ou tel d'entre vous auquel je pense, et je serais très meurtri et triste que si jamais on a en France des choses de cet ordre-là, d'un coup on fasse une razzia sur tel lycée pour casser du woke et voir quand même que ça détend. À mon avis, ça détend, hein, objectivement. Mais c'est peut-être pas ça qu'il faut faire quand même, parce que c'est pas bien. Voilà pour le péché originel. Après, il y a les textes, la révélation. Et pour ça, vous avez tout un contenu, une espèce de Bible woke composite de tas d'écrits avec des auteurs pour la race et le décolonial, des auteurs pour le genre, des auteurs pour l'intersectionnalité, des auteurs pour le post-colonialisme. J'ai tous ces auteurs sous les yeux. Je n'en connais à peu près aucun à part Judith Butler et tel autre. Et je fais confiance donc à ceux qui les ont lus pour dire que ces textes sont soit extrêmement complexes, et c'est très difficile d'entrer dans la pensée de ces auteurs, soit totalement fumeux, enfin des phrases, vous savez, vous avez déjà lu des trucs très... On dit du bien, de mal, de pas offenser, du vivre ensemble, de l'inclusivité. Enfin, il y a tellement de mots et de nouveaux mots qu'on ne sait plus tellement de quoi on parle, ou au contraire, des textes extrêmement simplistes. Donc, tout un ensemble de textes qui va affirmer des conclusions, mais où la partie réflexive et la partie déductive, où je pars de faits pour arriver par déduction à une théorie, est à peu près nulle. Enfin, c'est compliqué de voir d'où on part pour arriver là. C'est plutôt des certitudes qu'on affirme avec beaucoup de mots et de complexité. Mais encore une fois, moi, j'ai pas tout lu le wokisme. Je le ferai peut-être un jour ou pas. Après la doctrine, donc, comme promis, les sacrements. Et là, je rentre dans mon domaine à moi, donc je suis très content. Les sacrements woke sont exactement comme les sacrements chez nous. Les sacrements chez nous sont des paroles et des actes qui ont une certaine performativité, ce qu'on appelle ex opere operato. Vous avez déjà entendu ça? Il n'y a pas besoin d'avoir des qualités, il n'y a pas besoin d'être en état de grâce, il n'y a pas besoin d'y croire plus que d'autres gens. Quand je baptise quelqu'un, par le fait même que je fais le bon geste et la bonne parole, la personne est baptisée. Donc même si moi je suis fatigué, même si moi je pense à autre chose, même si je suis pas en forme, on s'en fout. C'est le rite en lui-même et la parole en elle-même qui va faire que le sacrement est efficace. Et aujourd'hui, pas mal de théologiens des sacrements se réfèrent à Austin, qui a beaucoup parlé du langage performatif. Et il dit, par exemple, quand le maire dit « je vous déclare unis par les liens du mariage », eh bien, les gens sont mariés. Voilà une parole performative. Et Judith Butler va dire, ben voilà, il y a une telle performativité dans les constats sur le genre. Et donc, quand une personne dit « je suis un homme » ou « je suis une femme », cette parole est performative. Et je ne pense pas que Butler aurait eu l'idée de faire cette phrase, mais moi je la fais. La parole « je suis un homme » est un sacrement woke. Il agit ex opere operato, à partir d'une parole concrète. Il y a un changement véritable et effectif dans l'identité de genre de telle personne. C'est extraordinaire quand même. Et donc, il y a des ministres woke absolument étendus. Vous êtes tous des prêtres woke en puissance qui, par votre parole, pouvez changer des choses en vous-même. Il suffit de le dire et cela est. Or, dans la théologie des sacrements, ça marche uniquement parce que c'est le Christ qui institue les sacrements, qu'il est le Verbe de Dieu, et que dans la Bible, par son Verbe, Dieu crée toute chose. Dieu dit par son Verbe que la lumière soit, et la lumière fut. Et donc, le woke fait la même chose, mais il oublie peut-être l'étage de l'institution divine de telle ou telle parole. Parce que c'est quand même le Verbe de Dieu qui dit « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et c'est Judith Butler qui dit « dites, je suis un homme, et vous serez un homme ». Et entre Dieu et Judith Butler, moi j'ai fait mon choix. Après, je vous laisse regarder. Mais l'institution du sacrement woke est quand même très fragile et repose sur toute une histoire philosophique où le désir de l'individu va devenir réalité. Je dis que les choses sont comme ça et elles le deviennent parce que c'est moi qui les dis. Comme je vous disais, il y a pas mal maintenant d'Américains qui commencent à résister et je vous invite à noter le nom de Matt Walsh. Matt Walsh, qui est excessivement sympathique avec son côté complètement réac, mais gentil, quoi, qui fait des blagues, qui sourit, très rigolo. Et il en a marre de se faire avoir par les circonvolutions de discours des gens en face de lui, et il pose la même question
sans arrêt, tel un bélier devant Barad-dûr, pour faire casser la personne en face. Et il demande donc, qu'est-ce qui vous dire que vous êtes, qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes une femme? Ah bah c'est les gens autour de moi. Et moi, non mais qu'est-ce qui vous le fait vraiment dire? Ah bah c'est nana. Il dit mais qu'est-ce que vous avez comme élément concret pour dire que vous êtes une femme? Ah mais nanana. Et puis il va. Et on voit quand même que il n'y a pas beaucoup de gens qui résistent à des questions clairement comme ça. Et que le woke va beaucoup fonctionner à l'intimidation. Qui êtes-vous pour mettre en doute mon être de femme ou mon être d'homme? Et les gens font ah oui, c'est vrai, qui suis-je? Ben, en fait, on dit ben non, en fait, oui, j'ai juste un cerveau, je discute. Donc, pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes une femme? Et là, les gens font il n'y a pas beaucoup quand même d'affirmations derrière. Donc, le meilleur exemple pour ça, vraiment l'échec du sacrement woke, je reviens, c'est vraiment pas uniquement parce que j'ai l'esprit mal tourné, parce que je pense que c'est l'exemple le plus efficace. Vous vous souvenez de ma lesbienne turf tout à l'heure? Donc, il faut quand même se rendre compte qu'on a là deux personnes qui, philosophiquement, sont pas si lointaines. Il y en a une femme qui a une attirance profonde pour les femmes et qui, malgré peut-être son éducation, malgré une certaine disposition naturelle à avoir une fécondité avec un homme, malgré peut-être une tradition philosophique et religieuse de son pays, va du coup entrer dans cette attirance et la rendre effective par des actes en disant bah voilà, je suis homosexuel, cette parole est performative, elle me porte, j'ai le droit, je peux. Et ce qui paraissait mauvais, c'est-à-dire l'acte homosexuel pendant des millénaires, devient bon, puisque finalement l'homme contemporain a dit que c'était bon. Moi, je n'ai pas tellement encore d'arguments. On reprend la conférence sur LGBT de l'an dernier, mais par rapport aux arguments et de la Bible et rationnels sur la fécondité et la complémentarité, j'ai pas encore eu beaucoup d'arguments rationnels, sans rentrer dans l'affectivité des personnes, sur la bonté de l'acte homosexuel. Mais bon, on peut en discuter. Donc cette première personne est là, et elle a performativement rendu son comportement bon. Et en face, nous avons donc sa nouvelle amie, qui était un homme il y a quelques années, et qui, par sa parole performative, a dit « Je suis une femme ». Ses proches ont validé, son psy a validé, tout le monde a validé. Et donc, ils ont les deux eu leur sacrement. Les deux sont fans de Butler, et le deuxième est tellement fan de Butler qu'il n'a pas besoin de modifier son corps pour que son choix soit effectif. Donc, je suis une femme, et du coup, mes organes ne sont plus les mêmes. J'ai donc un pénis féminin. Et voilà, ça c'est le discours performatif. Et ça marche tant qu'on en reste à un discours. Donc tant qu'on est dans une salle de conférence et qu'on discute, ça marche très bien. Et c'est le danger du wokisme, c'est que c'est un truc de diversité. Et donc on peut imaginer ce que c'est qu'un pénis féminin, ce que c'est qu'un utérus masculin, on en parle. Mais on résiste absolument à l'état d'horreur et de dégoût que notre amie lesbienne numéro 1 éprouve quand elle est concrètement en face de l'organe masculin de sa compagne numéro 2. Et on a beau faire autant de livres qu'on veut, autant de théories qu'on veut, autant d'écrits qu'on veut, il y a une sorte de résistance du réel à un moment où une personne dit bah en fait non, je suis pas attiré par ce que tu es, mais je suis une femme. Et là, elle fait bah oui, puisque tu as dit que tu étais une femme, tu es une femme, mais il n'empêche que ce qui m'attirait en toi, là d'un coup, ne m'attire plus. Pourquoi? Voilà pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose qui résiste fondamentalement dans ton corps à ce que tu dis. Et malheureusement, tant qu'on en reste à un débat universitaire, c'est difficile pour nous de faire comprendre que finalement la réalité résiste. Mais quand on arrive au niveau du réel, ça résiste. Tu es attiré par les femmes, je suis une femme, oui d'accord, mais tu ressembles à quelque chose qui ne m'attire pas. C'est dur, c'est violent, et ensuite elle est sur les réseaux en disant qu'elle est une TERF. Vous vous souvenez de l'acronyme TERF? Il faut le retenir, celui-là c'est un des plus rigolos de la soirée. Transsexual, radical, c'est très évident. Dernière chose, donc la prière et la liturgie, ce qui semble peut-être le moins évident et le plus bizarre. Mais dans le Maryland, vous avez eu une réunion de centaines de jeunes, pas juste 3 mecs bizarres, qui se sont mis sur un parking et qui ont répété comme un mantra, un peu comme un refrain de Thésée, mais sans la musique, je suis maintenant contre le racisme, les discriminations contre la noire ou la violence, et j'utiliserai ma voix de la manière la plus édifiante possible, et je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour éduquer ma communauté, et j'aimerai mes voisins noirs de la même manière que mes voisins blancs. Une fois qu'on a fini, on recommence. Et c'était comme ça une petite liturgie de la parole, avec ce refrain qu'on a repris. Là encore, on en reste à des mots, c'est plus rigolo quand on arrive à des rites. Et il y a eu des cérémonies un peu plus élaborées où les différents acteurs devaient reproduire
l'agonie de George Floyd. Donc se mettre par terre, respirer de la même façon, dire les mêmes paroles. Et en reproduisant cela, l'idée était de faire comprendre aux Blancs ce qu'ils avaient fait subir aux Noirs. Donc vous avez peut-être reconnu ce rituel franciscain éminent qu'on appelle le chemin de croix, sauf que dans le chemin de croix, on suit l'agonie de Jésus, et dans le chemin croix woke, on suit l'agonie de George Floyd. On voit les différentes étapes, et il y a aussi, comme dans le chemin de croix, des agenouillements très solennels, où tout le monde se met à genoux pendant qu'on écoute ce qui s'est passé, et après on se relève. Et donc des policiers ont dû se mettre à genoux, des politiques ont dû se mettre à genoux. Je ne sais plus quel politique français a dit qu'effectivement, si on lui avait proposé comme signe pour combattre le racisme, il se serait mis à genoux. Et un jour, un Américain qui avait un tout petit peu de bon sens, un politique mais petit, a dit « mais moi je suis pratiquant et quand je me mets à genoux, c'est devant Dieu, donc je ne me mettrai pas à genoux pour une histoire de quelqu'un qui est mort, même si je trouve ça très triste qu'il soit mort. » Et ce monsieur-là n'a pas fait une carrière politique très brillante depuis. La genuflexion, c'est sympa, mais on pourrait se dire, bon, ça va, c'est pas non plus très, très violent. Mais des pasteurs très en avance sur leur temps ont organisé un lavement des pieds où des policiers blancs avec la ceinture autour de la taille, comme Jésus, se sont agenouillés pour laver les pieds de paroissiens noirs pour bien montrer comment la race blanche devait rendre ce qu'elle avait pris. Enfin bon. Donc il y a toute une liturgie, il y a tout un cérémonial qui est un peu bizarre. Conclusion, deux questions que je vous pose. Comment et pourquoi? Comment des personnes intelligentes, formées, diplômées ont pu en arriver à ce genre de choses? Selon Bronstein, il y a quelque chose de l'ordre du luxe. Aujourd'hui, ça n'est plus tellement avec des quartiers de noblesse qu'on se fait distinguer. Désolé. Ce n'est pas non plus avec des sacs à main ou avec des voitures, parce que ça devient de plus en plus courant et populaire. Et donc, il faut trouver quelque chose pour appartenir à quelque chose d'élitiste, quelque chose où on se sent exister dans une communauté. Et pour Bronstein, le wokisme, c'est un produit de luxe. Pas un luxe où on a de l'argent, mais une doctrine qu'il est vraiment à la mode d'accepter et de posséder. Et de fait, c'est tellement insensé qu'il faut quand même quelque chose de très attirant, de très motivant pour embrasser cette doctrine. Eh bien, le fait d'être partie d'un groupe qui parle de ça ensemble, d'appartenir à cette espèce supérieure de l'humanité qui a vu un peu l'avenir, peut être quelque chose qui attire et qui remplit les rangs woke. À mon sens, d'après ce que je vous ai raconté ce soir, il y a aussi un certain besoin de religiosité et de pratiques religieuses. Et pour ça, vous irez lire les travaux de Mircea Eliade, il y a à peu près 1000 pages, vous me ferez une petite synthèse, où il y a une description du désir religieux naturel à l'homme, et qu'un homme a besoin de religiosité, il a besoin de rites, il a besoin d'une communauté qui se tourne vers autre chose qu'elle-même. Eh bien, le wokisme offre cela. Elle offre une explication du monde, le fait qu'il y ait du malheur dans le monde par une faute originelle, l'oppression de l'homme blanc, par la culture. S'il y a du viol, c'est parce qu'on perpétue une culture de viol. Enfin, il y a toute une explication des phénomènes que je vis, avec un ensemble de croyances que je dois accepter, un ensemble de péchés que je ne dois pas faire, un ensemble de conversions que je dois réaliser. Bref, une religion, comme j'ai essayé de vous le montrer, finalement assez bien organisée. Enfin, il n'y a pas un catéchisme tel que je viens de le construire, hein. Ça c'est moi qui m'amuse à le faire dans le bon sens. Mais il y a quand même des choses qui ressemblent vraiment à toute la structure de notre religion à nous. Que faire donc devant cela? À mon sens, comme je vous l'ai dit, le premier danger n'est pas de devenir woke, il est de devenir raciste, violent et intolérant. Puisque le wokisme refait des groupes raciaux et qui donc vont se rassembler. Vous verrez des vidéos avec tout un ensemble de personnes noires qui vont insulter publiquement une personne blanche et intérieurement, vous pouvez avoir des sentiments peu humains et peu ouverts à la rencontre et à l'expérience de l'autre. Il faut faire vraiment attention à ça, de ne pas en soi développer des choses et une certaine haine contre le woke qui va du coup se transformer à une haine contre l'étranger, le LGBT, le gros, enfin tous les gens qui sont dans les minorités défendues par les woke et qui du coup estiment qu'elles doivent vraiment prendre le pouvoir sur la société et abaisser l'homme blanc. Et forcément, quand on nous fout par terre, on a un réflexe un petit peu bah non, enfin je me bats. Et il va falloir se défendre, non pas
en tapant, mais avec une doctrine sûre et solide. Donc ça n'est pas d'abord en tapant, c'est en essayant de fonder la résistance de sa pensée sur quelque chose de solide. Et là, vous pouvez être un petit peu inquiet, c'est que l'Occident post-chrétien va fonder sa résistance plutôt sur le vivre ensemble, sur la bienveillance, sur l'accueil de l'autre, sur les droits de l'homme ou ce qu'il en reste. Et à mon avis, on manque un peu en tout cela de solidité pour résister à une idéologie très forte, très puissante, et qui n'a pas du tout décidé de rentrer dans le marché du vivre ensemble et du dialogue. C'est pas du tout leur projet. Eux, ils veulent faire effondrer quelque chose. Et donc, si on n'est pas quelque chose de solide en face, c'est compliqué. Cet après-midi, je pensais à quelqu'un qui arrive avec un lance-flamme pour tuer des gens. Et face à ça, l'Occident érige un mur de beurre. Et ça n'est pas très efficace, quoi, parce que ça ne tient pas devant l'arme qui est en train de taper. Et ce qui tient un peu plus, je pense, c'est un système qui est fondé sur une transcendance qui assure certaines choses, qui assure que le corps a un sens, que l'existence a un sens, que le mal peut s'exprimer autrement que par le fait que le blanc ait opprimé les gens, par un péché originel, un désordre dans la nature, une rédemption possible, des valeurs morales qui ont du sens, bref, pas forcément uniquement le christianisme. C'est un fait d'ailleurs que dans les écoles aujourd'hui, quand il y a eu des tentatives très fortes d'insertion de la théorie du genre dans les écoles, c'est pas d'abord les petits chrétiens qui les ont fait arrêter. C'est d'abord les familles musulmanes qui sont venues en masse pour se plaindre de ce qui était fait. Comme c'est dans des quartiers où ça s'est passé d'abord, où les familles musulmanes peuvent s'avérer un petit peu agressives, ça a calmé très vite le ministère qui est revenu un peu en arrière. Mais globalement, c'est les musulmans et les chrétiens d'une mouvance plutôt traditionnelle qui résiste pour l'instant le plus à ce qui est en train de se passer. Et à mon avis, il s'agit non pas de devenir méchant, mais de s'appuyer profondément sur ce en quoi on croit pour dire ça c'est faux, ça j'en veux pas, ça non. Pas pour mon fils, pas pour ma fille, non. Et il faut tenir fort. Donc la meilleure résistance, c'est cette structure que vous avez tous. Soyez contents de voir le monde non pas comme quelque chose qui n'a aucun sens et qui finalement se base sur le bon vouloir des gens pour que ça se passe bien, mais d'avoir une vraie morale, un bien objectif qui nous vient de Dieu et qui nous permet d'avoir vraiment une boussole sur ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et pas uniquement votre liberté qui décide du bien et du mal. Ça va, ça à peu près ? J'y vois aussi du coup une grande opportunité missionnaire. Parce que vous avez peut-être remarqué que depuis tout à l'heure, j'ai très peu parlé de Jésus. Mais qu'à mon avis, ce discours-là serait assez bien reçu par pas mal de gens que vous connaissez et qui ne croient pas en Jésus. Et qui, eux, cherchent peut-être des moyens ou des façons de résister à une telle idéologie. Et là, vous avez, à mon avis, un super créneau pour proposer un ensemble de valeurs qui vous est propre. Et on vous demandera, mais finalement, où est-ce que tu trouves ça? Et vous pourrez répondre, catholicisme. Et là, ils diront, waouh, c'est pas juste pour rigoler. Vous avez justement, dans ces milieux dont je parlais tout à l'heure, plutôt traditionnels, mais des masses de conversions dans ce sens-là. Alors évidemment, on dira, c'est pas bien, on prend des trucs politiques pour convertir les gens. Certes, très bien, ça c'est pas bien. Mais dans une recherche objective de vérité, de sens de l'existence, de non-sens de la société, où est-ce qu'on va? L'Église catholique peut s'avérer attirante en tant qu'elle tient à peu près sur ses bottes par rapport à quelqu'un qui veut tout casser la société. Et ça, je pense que c'est un vrai point. Bien, donc on ne tape pas et on affirme ce en quoi on croit. Je finis avec une citation d'un grand prophète anti-wokiste avant l'heure, en 2005, Morgan Freeman. Tout le monde connaît Morgan Freeman quand même? Oui. Morgan Freeman s'oppose à l'existence d'un mois des Noirs, un mois dédié en Amérique à l'histoire des Noirs. Et un journaliste lui dit, mais enfin, comment vous débarrasserez-vous du racisme si on n'institue pas ce mois des Noirs? Et Freeman explique tout simplement, on arrête d'en parler justement. Et je ne vais pas vous désigner comme un homme blanc, et vous n'allez pas me désigner comme un homme noir, mais moi je vais vous appeler Morgan, je vais vous appeler Mike Wallace, et vous allez m'appeler Morgan Freeman. Ça paraît con, mais je trouve c'est brillant comme réponse. De passer d'une catégorie à un prénom, de passer d'un ensemble à une personne.
des personnes, pas des couleurs de peau, pas des croyances, pas des tendances sexuelles, mais des personnes individuelles. Pour moi, c'est la clé, et c'est cela exactement, je pense, qu'a voulu faire Monseigneur Aveline dans la semaine des rencontres méditerranéennes, où est venu le pape, c'est de ne pas faire rencontrer des systèmes ou des politiques ou des gens qui avaient des doctrines très élaborées, qui représentaient des intérêts, mais de faire se rencontrer des jeunes qui n'ont pas forcément des immenses responsabilités et que des personnes parlent à des personnes. Et donc, un Israélien parle avec un Palestinien comme une personne, et pas avec, ils savent qu'il n'y a aucun enjeu, ils ne pourront pas changer le monde à tous les deux, mais ils se rencontrent et ils parlent. Et je pense qu'on peut, de fait, changer les choses en ne considérant pas les noirs d'un côté, les gays de l'autre, les woke de l'autre, mais en essayant d'aller et de rencontrer des personnes et de parler à des personnes. Donc, pas des races, des personnes, pas des genres, des personnes, pas des idées, des personnes. Amen, alléluia, j'ai fini. Ah, vous êtes joyeux, là, on sent, ouh, on est content, on a un regard positif sur le monde. Formidable. Est-ce que vous auriez telle ou telle question? Corentin a une question qu'il n'ose pas poser? Ah non, c'est tout. Point. Ou une réaction choquée parce que ce que je vous ai dit n'était pas du tout conforme à ce que vous pensez. C'est possible, ça peut nous faire avancer. On ne vous tapera pas dessus. Promis. Rien du tout? Oui! J'ai pas le prénom. Allô, allô? Non, c'est pas pour ça, il faut juste parler fort. Ah ouais. Aujourd'hui, je m'appelle Leonardo. Et aujourd'hui, le woke, est-ce qu'il est représenté en France ou pas? Est-ce qu'il y a une personne qui représente ça? Est-ce qu'il y a des universités où ça commence à se... Voilà, quelle est la Alors, présence comme je vous aujourd'hui en disais, il y France? a pas, le mot même va pas être apprécié par ceux qui le prêchent ou qui le vivent. Donc, il n'y a pas de responsable woke en France, mais il y a des gens qui étudient dans les départements d'études de genre, les départements d'études culturelles, les départements d'études sur les violences faites aux femmes. Donc ça, oui, ça existe, et ça existe de plus en plus dans les universités. Et le précédent ministre de l'Éducation, et Pape Ndiaye est une des figures quand même un peu de ce mouvement woke français. Mais si vous lui demandez est-ce que vous êtes woke, il dira bah, évidemment que non. Je défends la fin du racisme, le dialogue, enfin tout ça. Il vous parlera plutôt de la fin des discriminations et pas d'une théorie qu'il veut imposer aux gens. Moi, du coup, je m'appelle Sixtine. Moi, je pensais que le mouvement woke, même si fondamentalement, je pense que je suis d'accord avec la conclusion que vous avez faite, mais ça peut peut-être permettre aussi de soulever des questions. Et comme il y avait eu avec le mouvement des 343 salopes, je crois, pour tout ce qui était sur le fait que on ne voulait plus être dérangé en tant que femme dans la rue, interpellée, etc. Et qu'il y avait d'autres qui avaient répondu en disant ben non, ça nous dérange pas. En fait, ça permettait de, elle disait, le mouvement contraire disait ben prendre un élan si grand et si extrémiste entre guillemets, ça permet d'avancer en fait de 1 millimètre et des fois faire des grands mouvements et des choses presque extrêmes permettent de faire avancer un tout petit peu. Oui, moi je suis assez d'accord, même c'est pas que un tout petit peu, je pense. Hein. Le mouvement MeToo, il a permis d'avancer beaucoup. Et vous avez peut-être remarqué que ce soir, j'ai assez peu parlé de la partie violente faite aux femmes, parce que là, il me semble quand même que c'est plutôt un progrès de mettre de manière tellement forte, même si c'est parfois un tout petit peu excessif, mais tellement forte, la gravité de manque de consentement, du viol, tout ça, si ça peut faire baisser un petit peu, même beaucoup à mon avis, le nombre de viols, c'est évidemment une bonne chose. Et même avec tous les domaines, évidemment, si quelqu'un qui a une relation homosexuelle se fait pas taper dans son école, et si quelqu'un qui est noir se fait pas prendre des réflexions toute la journée, c'est évidemment un progrès, un grand progrès même. Mais ce qui est moins un progrès, à mon avis, c'est de prendre de telles mesures que j'ai peur que ça fasse l'inverse, moi, qu'à force de tellement abaisser
l'homme blanc pour son péché de racisme et de le séparer complètement du noir ou de l'aborigène ou de l'Indien qui va des États-Unis, ils finissent par dire mais enfin non quoi, il fait une réaction violente en retour. Moi c'est ça qui m'inquiète un petit peu. On verra ce que ça donne. Mais ça m'inquiète un peu que ce soit tellement excessif qu'on refasse des races, qu'on refasse des groupes, qu'il y ait à nouveau des guerres. On verra. Mais je suis tout à fait d'accord, il y a évidemment des progrès, et ces progrès, il faut les souligner, et ils sont bons. Oui, oui, oui. Eh bien, avoir pris les complis, juste avant, il y a quelques annonces. La première, ça filme plus là?